Au fond, que faut-il préparer? Il faut préparer en numéro 1, pour que l'humanité mange de manière satisfaisante en 2050, les régimes alimentaires. Le premier facteur de différence sur ce dont on aura besoin en 2050, c'est le régime alimentaire des personnes. Quand on regarde le régime alimentaire d'un Américain ou le régime alimentaire qui suffit à se porter bien, disons qu'on est entre 3000 kilocalories accessibles par personne à 4100. Et vous voyez bien que ce qui sera nécessaire en production n'a rien à voir selon si vous avez juste besoin de 3000 ou si vous avez besoin, et c'est encore en croissance, hein, si vous avez besoin de 4000 et quelques. Donc, premier facteur qui déterminera l'équilibre alimentaire et la possibilité de nourrir les 10 milliards 500 000, ce sont les régimes alimentaires. Et je vais aller très vite, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça ne dépend pas seulement de l'individu. Parce que très vite, on culpabiliserait l'individu en disant comment vous ne mangez pas bien. Moi, je sais ce qu'il faut manger. Je peux vous dire que malheureusement, je ne suis pas tout à fait les recommandations nutritionnelles et j'ai bien peur que dans la salle, on soit quelques-uns à faire la même chose, hein, c'est-à-dire les 5 fruits et légumes par jour. Enfin, on connaît la Bible, mais ce n'est pas sûr qu'on la pratique tous les jours. Et donc, première chose, ce n'est pas seulement une question de décision individuelle. Bien sûr, c'est en partie une décision individuelle, mais Michelle Obama le disait bien, dans un quartier où il n'y a plus d'épicerie et où la seule manière de se nourrir, c'est d'aller chez un fast-food, la restauration rapide, où les aliments sont souvent, je ne vais pas faire de généralité, mais trop gras, trop sucrés, etc., il y a un problème, c'est un problème d'urbanisme. Quand vous, à l'école, vous avez accès à des distributeurs de boissons sucrées, ce qui heureusement a été interdit récemment en France, c'est un problème de réglementation scolaire. Lorsque vous avez un problème d'accès physique à des denrées fraîches, c'est un problème, là aussi, qui est collectif et pas un problème individuel. Lorsque vous avez des publicités à la télévision encourageant les enfants à manger trop sucré et trop gras, c'est un problème, cette fois-ci, de réglementation audiovisuelle. Donc, une alimentation équilibrée, c'est une question de décision individuelle, une question de culture familiale, beaucoup. La transmission de la culture familiale est extrêmement importante, mais c'est aussi une question de société. Le deuxième élément, c'est la réduction des pertes et gaspillages. Et là, la thèse qui était sur la digestion anaérobie est particulièrement importante. Oui, nous savons que nous avons une marge. Alors, les 30% sont vraisemblablement très exagérés, hein, le chiffre qui a été donné par la FAO il y a quelques années. Mais quand même, c'est autour de 20%. En France, on sait que chacun jette sans même ouvrir 7 kilos par an et par habitant. Il y a quand même des marges de progrès. Et là, c'est extraordinaire le nombre d'expérimentations qui marchent. Vous voyez, une cantine, vous mettez le pain à la fin des plats au lieu de le mettre au début, les gens en prennent moins. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent, ils ont faim, donc ils prennent un maximum. Vous voyez, c'est le réflexe de l'écureuil. Si vous mettez le pain à la fin de la chaîne, l'enfant en prend moins. Vous voyez, vous avez beaucoup de manières d'améliorer la situation. Le troisième élément, c'est évidemment une agriculture plus durable, des systèmes alimentaires plus durables qui gèrent mieux les ressources naturelles, puisqu'on va parler aussi de mieux gérer l'eau, de mieux gérer les sols, de mieux gérer la biodiversité pour l'avenir, hein, pour pouvoir continuer à être aussi efficace. Et puis enfin, le changement climatique. Les changements climatiques, il faudrait dire, parce qu'il suffit qu'il neige dehors pour qu'on vous dise tout ça c'est de la plaisanterie. Non, ce n'est pas de la plaisanterie. Malheureusement, il y a des tendances de long terme, des tendances lourdes, et puis des événements climatiques divers. Mais la tendance lourde est là. Et là aussi, l'agriculture et la forêt ont un rôle extrêmement important à jouer. Je ne sais pas si vous savez que le sol stocke 2 fois plus de biomasse que de CO2 que l'ensemble du reste des milieux. Ça veut dire qu'en ce moment, malheureusement, le sol déstocke. Pourquoi? Quand vous bâtissez un immeuble, évidemment, le sol ne stockera plus de carbone. Quand vous retournez une prairie, quand vous labourez, il y a dégagement de carbone. Donc, globalement, dans le monde, en ce moment, on continue à déstocker du carbone. Et des pratiques agricoles différentes, des pratiques urbanistiques différentes, des pratiques forestières améliorées, la forêt étant déjà un milieu extrêmement favorable, permettent de restocker du carbone et dans des ordres de grandeur qui sont majeurs. Alors on a appelé ça en recherche l'initiative 4 pour 1000, c'est un peu symbolique, parce que malheureusement on n'en est pas à accumuler plus, on en est pour l'instant à éviter du déstockage. Je vous donne un ordre de grandeur, en Grande-Bretagne il y a eu un très beau travail qui a été fait.
tous les efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ont été plus que compensés par le déstockage de carbone du sol. Imperméabilisation, changement de pratique et d'usage des sols. Donc, vous voyez à peu près pourquoi tous les sujets que vous avez traités, finalement, il y a une vraie cohérence. Si nous voulons nourrir l'humanité de manière durable en 2050, la digestion anaérobie, l'utilisation des oméga-3, l'organisation socio-technique, comment organiser, parce que ce sont des hommes et des femmes qui pratiquent toutes ces activités, et pour que ça se passe le mieux possible dans le système souhaitable, il faut non seulement avoir la solution technique, mais plus que tout, la solution humaine et la solution économique, la solution sociale qui va avec. Donc vous comprenez bien pourquoi tous vos sujets ont du sens et pourquoi finalement vous êtes des doctorants d'Agrium. Et nous vous remercions chacun et chacune pour vos contributions, parce que c'est bien chacune de vos inventions, chacune de vos découvertes qui vont faire qu'on va pouvoir créer les systèmes alimentaires durables pour demain. Merci à tous.